Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Cagvel de Bretagne Développement Innovation et je vous accueille pour le énième Sailing Café, 14 je crois. Et aujourd'hui on va parler de financement de navires véliques. Donc on était il y a 2 semaines maintenant à Win for Good, assez enthousiaste de voir des projets de plus en plus matures et des dates de livraison de bateaux aussi de plus en plus proches. Ce qui montre que la filière est vraiment attaque sa phase d'industrialisation après les preuves de concept et les early adopters. Donc, ce qui veut dire que cette filière a besoin de financement. Et pour ça, on va écouter le point de vue de deux banques, donc le CIC et le Crédit Maritime BPGO, parce que l'idée, c'est aussi d'écouter les besoins de ces partenaires. Souvent, on a une relation avec les banquiers un petit peu particulière, mais ce sont de vrais partenaires, ils vont nous expliquer ça. Et on a profité de la publication du guide de Winship sur le sujet. Donc, on remercie aussi d'avoir publié ce petit livret qu'on va décortiquer dans ce Sailing Café avec nos experts. On va regarder les différentes étapes de financement, les spécificités du maritime vélique. Et donc, pour ça, j'accueille Timothée Terrier, donc de l'association Winship. Bonjour Timothée. Bonjour Arnaud. Et Jean-Philippe Guillon, donc du CIC. Bonjour Jean-Philippe. Oui, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Et Corinne Fournier qui va se reconnecter dans quelques secondes du Crédit Maritime BPGO. Ça devrait s'arranger dans quelques minutes. Timothée, pendant que Corinne se reconnecte, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le cadre de ce guide, comment vous l'avez imaginé et pourquoi à ce moment-là? Oui, merci. Alors, donc chez Winship, donc l'association qui fédère les acteurs de la propulsion par le vent, en France, on est maintenant 60 entreprises avec de plus en plus de projets qui se concrétisent. On a maintenant 13 navires opérationnels, 15 en construction ou en cours d'équipement. Et bien sûr, tout cela amène à ce qu'il y ait cette chaîne de valeur de la propulsion par le vent qui se structure, qui se densifie. Et avec des problématiques qui dépassent celles pour lesquelles les membres de l'association Winship avaient l'habitude de faire face, donc des problèmes de financement, des problématiques sur l'assurance, des problématiques sur l'industrialisation. Et ces besoins, ils nous ont été remontés par les acteurs, dont les banques qui sont aujourd'hui présentes sur la table et qui ont souhaité travailler avec nous de manière plus étroite au travers d'un programme de partenariat qu'on a appelé l'équipage de Winship, et qui était la possibilité pour nous de travailler avec ces acteurs qui ne sont pas directement impliqués dans ces projets de propulsion par le vent, mais qui vont les croiser à un moment donné ou à un autre de leur vie et qui vont les rendre possibles, qui vont permettre à ces projets de se concrétiser. Et dans ces discussions, il est assez rapidement arrivé un premier sujet qui était le sujet justement du financement des navires véliques. Comment est-ce qu'on monte un dossier de financement avec des acteurs du secteur, une particularité française, disons, pardon, qui est qu'on a aujourd'hui des acteurs ambitieux qui souhaitent porter des projets de nouvel armement sans forcément d'expérience. Donc ça a amené à se poser certaines questions. Et c'est de là qu'on est parti avec Corinne Fournier pour le Crédit Maritime de Banque Populaire Grand Ouest et Jean-Philippe Guillon pour le Crédit Industriel et Commercial pour travailler sur ces sujets. Et donc, c'est ce qu'on se propose aujourd'hui de vous présenter. Ce guide, il a été publié il y a maintenant 3-4 mois. Il est disponible sur notre site internet, bien entendu, site de Winship. Je ne sais pas si ça vous va comme introduction. Oui, merci. On va mettre le lien aussi dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On va essayer d'y répondre. Et oui, je vous laisse continuer. Bienvenue Corinne. Tu as réussi à te connecter, c'est parfait. Juste à temps. Bonjour à tous, désolée, j'ai eu un petit souci de connexion alors que ça faisait un quart d'heure que tout marchait bien et au moment de monter sur scène, ça ne marche plus. Voilà, c'est les jouets directs.
Donc, oui, pour compléter le propos de Timothée, avec Jean-Philippe, donc voilà, nos établissements sont en effet membres de Winship depuis l'origine. Et en fait, la genèse de ce guide, c'est que lors d'une AG de Winship, on nous avait demandé de faire une présentation de comment nous, on voyait les choses, quel était notre regard sur les dossiers qu'on nous proposait, parce qu'on fait partie des établissements qui ont cru dans la propulsion vélique et qui ont fait partie des premiers financeurs de projets. Avec donc le CIC était le premier avec le projet Neoline et nous, on l'a rejoint après sur ce projet. Et donc, lors de cette AG, on avait fait une présentation à deux voix avec Jean-Philippe en expliquant comment on voyait les choses. Et à la sortie de cette présentation, on a dit, on a eu beaucoup de questions. On disait, ça serait bien en fait de pouvoir le mettre par écrit. Et donc, on a commencé nos travaux d'écriture. Donc voilà, donc ça a pris un petit peu de temps parce qu'on voulait faire quelque chose en même temps je dirais, d'accessible, mais qui puisse aussi donner toutes les informations. Et c'est là où on se rend compte que finalement, c'est un exercice qui est plutôt, je dirais, ardu, parce qu'on a, nous, notre propre langage. Les porteurs de projets ont souvent un langage qui est aussi très technique et tout le monde n'a pas forcément une culture financière et économique comme nous, on peut avoir et comme on peut s'attendre à avoir de la part des porteurs de projets. Donc, c'était un exercice assez intéressant. Et puis, on s'est rendu compte, lorsqu'on l'a représenté à la dernière AG, que on avait... c'était exactement l'attente qui était faite. Et au-delà de la propulsion vélique, c'est un guide qui peut servir quand on a un projet, quand on est porteur de projet, quel qu'il soit le domaine d'activité. Voilà. Jean-Philippe, si tu veux peut-être compléter. Oui, merci Corinne. C'est vrai qu'on s'est intéressé, comme BPGEAU, assez tôt à cette filière vélique, puisque on a eu la chance, l'honneur, le privilège d'être retenu par un certain nombre de néo-armateurs pour financer leur projet. Donc, Corinne l'a mentionné, donc on a financé le navire Neoline, qu'on attend avec impatience, qui doit arriver, on l'espère, à Nantes-Saint-Nazaire aux alentours de début août, et qui commencera son exploitation. On a financé le premier navire de Taute et on a financé la série qui a été commandée l'année dernière auprès du chantier Piriou. Donc, on finance 7 navires pour Taute. On a financé, toujours avec des PGO d'ailleurs, qui nous a rejoint le navire de Vela. Et puis, on regarde d'autres dossiers qui sont un peu plus compliqués à émerger, mais voilà, dont on n'espère pas et qu'on espère d'ailleurs voir arriver sur l'eau un jour. Et tout ça, ça nous a aussi beaucoup appris, puisque quand on accompagne des néo-armateurs, on n'est pas tout à fait dans un contexte de financement maritime habituel. On ne coche pas forcément les cases qu'on a l'habitude de voir cocher. On a un certain process. Là, on est sur des projets beaucoup plus disruptifs, beaucoup plus compliqués. Et donc, on a appris avec nos clients, on a appris de leurs erreurs ou de leurs tâtonnements. Et finalement, le produit tel qu'il existe aujourd'hui, ce guide du financement, est quelque part aussi la résultante finalement des retours d'expérience qu'on a vécu avec nos clients au fil de l'eau, puisque la maturation des projets et des financements a pris parfois du temps. Pour donner un exemple, on a passé quasiment 2 ans à monter le financement du projet Neoline, avec des hauts, des bas, des espoirs, des déceptions aussi parfois. Et donc, tout ça, on a voulu effectivement le résumer et essayer de faire un guide qui donne les bonnes pratiques, qui donne les bonnes clés pour éviter aux futurs porteurs de projets de passer par finalement toutes ces phases un peu compliquées, leur faciliter le travail en quelque sorte. Et je rajouterais aussi, c'est le guide aussi permet de vous donner ce que l'on attend aussi d'un dossier, ce que l'on attend aussi par rapport à ce que demandent nos comités de crédit. Parce que comme l'a dit Jean-Philippe, ce sont des projets disruptifs. On n'avait pas l'habitude. Les armateurs, jusqu'à présent, quand ils venaient nous solliciter, ils avaient des contrats qui couvraient toute la durée du crédit. Aujourd'hui, on est avec des modèles où on n'a pas de contrat, on a souvent des lettres d'intention. Donc, on a avec des armateurs qui n'ont pas, je dirais, d'expérience d'activité. Ils ont de l'expérience souvent parce qu'ils sont souvent issus de la marine marchande, donc ils connaissent très bien le métier, mais ils n'ont pas eu d'activité, donc en propre. Donc, il a fallu aussi, nous, qu'on acculture nos comités de crédit, qu'on les convainc que ce sont des modèles économiques qui ont du sens. Donc, tout ce qu'on a mis dans le guide, c'est pour donner des clés de succès
pour que le dossier il aille jusqu'à son autorisation. Alors, vous verrez, hein, c'est assez dense. Il y a beaucoup de choses qui sont demandées. On a eu parfois des chemins ardus dans des convictions. On a été, heureusement, enfin, nous, de notre côté, on a été supportés par notre direction générale. C'est pour ça qu'on est aussi signataire du pacte VIC comme le CIC. Mais c'est vrai qu'il a fallu, on nous a un peu regardé comme des extraterrestres quand on a présenté les premiers dossiers. Mais c'est vrai que on sent que plus on en fait, plus après ça devient, je dirais, on commence à écrire en fait un process et on commence à écrire des choses qui nous permettent de dire oui, on peut continuer. On a par exemple, nous on a fait WinCop il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que ça n'a pas demandé autant d'efforts et d'énergie pour convaincre sur le bien fondé du dossier et la possibilité de le financer. Et donc l'intérêt de savoir c'est attendu justement. Peut-être pour continuer sur ce sujet, est-ce que finalement ce guide à qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'il s'adresse uniquement aux nouveaux porteurs de projet? Alors non, hein, on l'a très ciblé parce qu'il est exhaustif, ou en tout cas on l'a plutôt dédié aux porteurs de projet, donc aux gens qui ont un projet, on va dire entre guillemets start-up. Après ce guide, finalement, il est ouvert à n'importe quel porteur de projet qui soit néo-armateur ou armateur existant. Après, comme l'a dit Corinne, il y a des particularités quand on s'adresse à un néo-armateur. Il y a le problème effectivement peut-être de modèle économique, le problème d'absence de track record. Donc on va apporter beaucoup plus d'attention sur certains points. Il y a un point qui est très important que certains ont peut-être mal calibré au départ, qui est la pertinence du projet. C'est bien quand on porte un projet de transport à la voile, évidemment, on met en avant la décarbonation, hein, qui est un point extrêmement important pour nos deux établissements, qui est un point important aussi pour qu'on regarde les dossiers. Mais des retours d'expérience qu'on a vécu, ça ne peut pas être la seule raison, la seule motivation pour porter un projet. Il faut que ce projet adresse un besoin de client. Il faut qu'il soit pertinent d'un point de vue logistique, d'un point de vue service. Et la seule décarbonation ne permet pas, à mon sens, de faire évoluer positivement un projet. Et ça, certains, je dirais par emballement, par conviction, par volonté de décarboner, de changer le monde, oublient un petit peu ce point-là qui reste quand même fondamental. Pour qu'un projet puisse avancer, il faut qu'il y ait une base crédible, viable, il faut qu'il y ait un marché à adresser, il faut qu'il y ait des clients effectivement à convaincre. En l'absence de ces points-là, il est très difficile de faire avancer un projet. Quand on s'adresse à un client un peu plus mature, on n'a pas effectivement ces considérations. Il y a un track record, il y a éventuellement des clients existants, il y a une base financière aussi solide qui permet de gérer des aléas. Donc tout ça rend les choses beaucoup plus faciles. Mais ce guide s'adresse aussi à ces acteurs pour expliquer quand même quelles sont les spécificités, parce qu'il n'y a pas que ça, qui entoure finalement un projet de propulsion par le vent. Il y a aussi le côté technologique, le côté disruptif, le côté des démonstrations et de preuve du concept. Donc tout ça figure aussi dans ce guide. Donc il s'adresse de manière générique aux armateurs qui veulent effectivement financer un projet de navire propulsé par le vent. Ce guide, il donne aussi des conseils, effectivement, au-delà de ce qu'on peut attendre sur un dossier tel que celui-ci. S'il y avait un autre conseil à donner, Corinne, quel pourrait-il être de par votre expérience côté BPGEAU sur ces dossiers? De la persévérance. Y croire fortement, être résilient, être vraiment, oui, vraiment croire dans son projet. Enfin, moi, je me souviens quand on avait fait la présentation, il y a eu la présentation du projet Neoline à Nantes, où la première chose qui avait été dite, c'était en effet la résilience du porteur de projet, parce que Jean-Philippe l'a souligné, ça fait 2 ans, mais en tout, ça faisait plus que 2 ans, ça faisait 6 ans. Donc, alors après, c'était le premier, on est d'accord. Mais oui, il faut vraiment être persévérant, être résilient, croire vraiment fort dans son projet, parce qu'il y a la banque. Alors, il faut convaincre quand même des chargeurs, donc les fameux clients. Il faut convaincre des investisseurs, parce qu'il va falloir avoir un apport, mais ça, on le détaillera un petit peu, peut-être un peu plus tard. Il faut convaincre des banques, il faut convaincre beaucoup de gens. Donc, il faut vraiment, vraiment avoir une conviction et une petite dose de folie.
Il faut avoir de fortes capacités de chef d'orchestre quand on parle d'un armateur, parce que les structures ne sont pas forcément aussi garnies en termes de main-d'œuvre qu'évidemment un armateur établi. Et donc, on se constate, et c'est assez remarquable, et la résilience, effectivement, est un point que je note aussi, et qu'on retrouve chez tous les acteurs qu'on a accompagnés. Mais il y a aussi une capacité d'être un chef d'orchestre absolument remarquable, puisque les gens, en même temps, parce que les équipes sont petites, doivent adresser tout un tas de problématiques. Et voilà, je suis épaté, moi, par ces clients qui vont gérer tous les aspects de financement et qui ne sont pas forcément leur domaine de compétences. Et voilà, on a quand même observé que ces gens-là apprenaient très vite. Donc, ils sont assez aussi manœuvrants. Ils apprennent très vite sur des sujets qui sont pourtant loin de leur centre d'intérêt ou de préoccupation habituelle. Ils ont à gérer tous les aspects techniques, définition du navire, suivi effectivement quand le projet avance de la construction. Ils ont des problématiques réglementaires à gérer, ils ont des problématiques commerciales, puisque le commercial, c'est important. On ne peut pas avoir de projet si on n'a pas une base de clients établie. Et donc, c'est la première chose dont un nouvel armateur doit se préoccuper. Je rabâche un petit peu quand je parlais effectivement de rationalité économique ou de marché. Quand on arrive devant une banque pour présenter un projet, il faut déjà qu'on ait un peu avancé sur l'aspect commercial et qu'on puisse dire, on adresse tel marché, voilà pourquoi on l'adresse, voilà le roadmap stratégique, voilà les clients effectivement qu'on a dans le viseur. Alors après, on peut travailler sans contrat ferme, comme Corinne l'a rappelé, et effectivement, sur beaucoup de projets qu'on a suivis au départ, on a travaillé sur des bases de lettres d'intention qui avaient été signées par un certain nombre de chargeurs. Donc tout ça, c'est effectivement extrêmement compliqué de tout mener de front en même temps. Et pour ça, effectivement, ça demande beaucoup d'abnégation. Et puis la différence, on parlait tout à l'heure, effectivement, de ce guide qui s'adresse à la fois aux armateurs et aux armateurs établis, la différence majeure aussi, et qui renforce la complexité d'un projet pour un néo-armateur, c'est qu'il y a un autre volet de financement à adresser, puisque une banque shipping ne finance pas l'intégralité du coût d'un navire, usuellement. Et donc, on demande toujours à ce qu'il y ait un apport en fonds propres, qui après peut varier en fonction des projets, mais on va dire qu'il se situe entre 20 et 30%, donc qui doit être apporté par l'armateur. Évidemment, le néo-armateur n'a pas forcément, on est sur des secteurs extrêmement capitalistiques, des projets qui se comptent en dizaines de millions d'euros, donc n'a pas forcément, lui, on va dire, les capacités en propre d'apporter ces sommes complémentaires. Et donc, il doit aussi, effectivement, et c'est plus compliqué, trouver des investisseurs qui l'accompagnent. Mais pour rassurer quand même tout le monde, on est d'accord que les choses s'accélèrent, les dossiers sont quand même maintenant mieux compris, et ce guide, il est aussi là pour ça. Ah oui, totalement. Oui, bien sûr, les choses s'accélèrent. Maintenant, on a quand même financé plusieurs projets. On a des projets qui vont, on attend tous avec en effet impatience Neoline, mais on a d'autres projets qui sont en cours de construction et qui, je pense que l'année 2026 va être une très grande année pour le Vélic. Parce que c'est là où on aura quand même pas mal de livraisons de navires. Oui, Vela devrait livrer normalement sous attente et c'est ça. Il n'y a pas de retard de construction au courant de l'année prochaine. On va voir arriver les prochains navires de Taute. Alors, Taute, c'est par exemple, il y a 2 navires qui opèrent aujourd'hui. On a vu un démarrage pas toujours très simple, mais petit à petit, les choses se normalisent. Parce que ça aussi, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. C'est assez compliqué. Et ça, c'est aussi le retour d'expérience. Mais ça, on apprend aussi avec les clients, parce que les premiers navires commencent à être livrés. C'est pas toujours évident non plus de passer d'un projet entre guillemets papier ou PowerPoint, comme on l'appelle, sans que ce soit ni caricatural ni péjoratif, à la vraie vie. Et là, on se rend compte que finalement, les choses ne se passent pas forcément complètement comme on les avait imaginées, mis sur le papier, modélisées. Mais on arrive toujours à trouver effectivement des solutions pour que ça avance. Donc là, on attend avec impatience, ce sera un nouveau retour d'expérience sur un autre business model, finalement le début de l'exploitation du navire de Neoline. Donc, en leur souhaitant évidemment tout le succès qu'ils méritent. Pardon. Non, je voulais dire, si on rentre un petit peu dans le guide, la première, donc dans le guide, il y a des phases, et c'est bien celle du business plan que vous évoquiez, et d'écrire sur le papier aussi le projet, y compris sur ses aspects commerciaux. Oui, absolument. C'est fondamental. Il faut qu'il y ait en amont une réflexion que j'appellerais stratégique. Dire, OK, j'ai un projet, je veux effectivement lancer un projet de
transport à la voile. Donc, comment je le fais? Donc, il faut effectivement réfléchir au marché qu'on veut couvrir, évidemment faire, je dirais, le travail sur l'environnement, quels sont les concurrents, avec qui je vais me confronter, pourquoi je suis pertinent, est-ce que je vais les trouver des clients, à quel prix je peux potentiellement m'afficher, est-ce que c'est pertinent aussi, est-ce que la décarbonation voilà, sera proposée à un prix compétitif, entre guillemets. Parce que ce qu'on a constaté aussi au fil des projets, c'est qu'il y a une volonté, hein, une attente des chargeurs pour décarboner leur transport, parce qu'ils ont besoin effectivement de réduire les émissions dans le cadre de ce qui s'appelle le scope 3. Donc c'est un sujet voilà, qui est prégnant chez certains acteurs. Donc, ils veulent effectivement cette décarbonation du transport, mais le passage à l'acte est parfois compliqué parce que d'un côté, on veut décarboner, mais on ne veut pas non plus payer trop cher ni le transport ni la décarbonation. Hein. Le transport, je dirais de manière générique, est un secteur d'activité à faible marge et à faible, entre guillemets, valeur ajoutée. Voilà, c'est une commodité que les chargeurs ont eu l'habitude de payer assez peu cher. Je veux dire, quand on paie 1 500 $ pour transporter un conteneur de Shanghai au Havre, voilà, le prix finalement du transport dans la chaîne de valeur d'un produit est parfois assez dérisoire. Donc on arrive avec des projets évidemment qui sont plus chers pour tout un tas de raisons. La techno coûte plus cher. Genre décarboner entre un navire carboné et décarboné, il y a une différence de coût d'investissement qui est parfois sensible. Si je prends juste un exemple, le navire de Neoline, qui est un magnifique navire, un ro-ro de 140 mètres, donc il aura coûté à peu près 70 millions d'euros, mais il apporte une promesse de décarbonation très significative. Le même ro-ro, donc proposant le même service, mais de manière classique carbonée, le prix de marché est aux alentours de 40-45 millions. Donc on voit qu'on est obligé d'investir pour décarboner un montant assez considérable. À ce montant, il faudra l'amortir au fil du temps, donc le coût d'amortissement de cet investissement supplémentaire va se retrouver finalement dans le prix de transport. Donc tout ça, voilà, c'est important d'avoir ça en tête et d'arriver aussi à réfléchir à un positionnement qui soit en termes de prix optimal. On l'a vécu sur un autre dossier qui pour l'instant n'a pas abouti, qui est, je l'espère, en train de pivoter et qui va devenir, entre guillemets, bankable, pas seulement pour les banques, mais aussi pour le marché et les clients. Voilà, le projet était assez cher. Voilà, on a essayé de travailler pour améliorer les choses. Il avait été lancé à un moment où finalement les taux de fret étaient assez élevés, donc on était à la fin de la période Covid. Les taux de fret se sont normalisés. L'écart entre effectivement le prix du service et le prix de ce qui était proposé sur la même ligne par des concurrents beaucoup plus gros s'est réduit et s'est même inversé. Et les chargeurs qui étaient au départ embarqués, finalement, ont un peu pivoté, changé finalement de vision. Et certains se sont retirés en considérant finalement que le prix à payer pour la décarbonation devenait trop cher. C'est-à-dire que le coût de la tonne de carbone évitée devenait, entre guillemets, prohibitif. Donc, ils étaient prêts à payer une surprime, évidemment, sur le transport. Ils étaient prêts aussi à payer une surprime sur ce que leur coûterait, effectivement, l'impact transféré par le transporteur des taxes carbone. Mais là, on était sur, effectivement, un quantum à payer qui était trop élevé. Donc, voilà, donc on a retravaillé avec la société le projet. Et voilà, donc, il devrait, effectivement, redémarrer dans le courant d'été. On espère, là, sur des conditions économiques plus favorables. Mais tout ça, c'est important d'avoir ça en tête. On ne peut pas avancer un projet si on est complètement en marché ou si on n'adresse pas finalement un besoin. Donc ça, c'est du bon sens, hein, paysan, mais il ne faut pas l'oublier. On a parfois, où les porteurs ont parfois tendance à s'emballer en disant, encore une fois, on va changer le monde, on décarbone. Et ils imaginent que parce qu'on décarbone, voilà, ça suffit. Ça ne suffit pas. Et voilà, il ne faut pas tomber dans le syndrome finalement des boîtes françaises qui fabriquent des produits sans forcément, effectivement, réfléchir avant à l'adéquation avec un marché. Et on a de très belles réussites industrielles et puis malheureusement qui ne se transforment pas forcément en réussite commerciale. C'est le premier conseil que je donne, venez avec un projet, vous allez réfléchir. Et après, tout le reste, finalement, va découler. On arrive à se mettre d'accord sur un développement, on arrive d'accord sur des paramétrages, mais il faut arriver avec un projet qui est là. Je vais redonner la parole à Corinne, profiter de la question sur WinCop. Ces nouvelles sociétés, plutôt des SIC, il y en a quelques-unes dans les projets de transport à la voile. Est-ce qu'ils sont perçus d'une autre manière ou pas? Ils ne sont pas perçus d'une autre manière, ils sont très bien perçus. Hein. WinCop, c'est un très beau projet. Alors, il faut savoir que
faut pas oublier que nous, Crédit Maritime, Banque Populaire Grand Ouest, nous sommes aussi une banque coopérative. Donc, c'est peut-être aussi c'est plus facile pour nous d'appréhender ce genre de modèle économique. Mais après, il n'y a pas de différence. La différence, ce qu'il faut, c'est nous, il faut qu'on ait toujours quelqu'un en face de nous qui représente au mieux les sociétaires, qui incarne les sociétaires et ce qu'ils veulent. C'est souvent la difficulté dans les coopératives, c'est d'avoir le représentant qui est vraiment la voix de tous les sociétaires. Parce que si les sociétaires, après, ne sont pas d'accord sur les orientations prises par ce dirigeant, ça peut devenir très compliqué. On a eu quelques exemples dans le monde agro, ça peut devenir même, voire fatal pour l'entreprise. Donc, il faut vraiment, en fait, que la personne que nous, on va avoir en face de nous, l'interlocuteur, soit vraiment représentatif des sociétaires et de leur volonté. Et après, pour compléter ce que vient de dire Jean-Philippe, faut pas être non plus naïf. Hein. Pourquoi aussi la propulsion vélique, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, c'est qu'on a un réglementaire qui pousse aussi vers ce mode de transport. C'est souvent, on aimerait bien être altruiste. Hein. On vient de vivre quand même quelques jours très très chauds. On se rend bien compte qu'il se passe. Voilà, qu'on a dépassé les 1,5, ça c'est clair. Mais néanmoins, la réalité économique, c'est jamais très bon. Donc, ça ne va pas bien avec l'altruisme. Donc, c'est vraiment le réglementaire qui pousse aussi les choses sur la propulsion vélique. Et on a quand même aujourd'hui, on a heureusement quelques navires qui commencent à bien fonctionner. Et là, c'est vrai que lors de Winship, ils ont quand même présenté les résultats de Canopée. Et on voit que le CO2 évité est quand même significatif. On ne parle pas juste d'un verre d'eau. On parle quand même... on est quand même beaucoup plus important. Il y avait une autre question aussi qui est un petit peu en relien, c'est aspirer du financement de projets de course. On n'est pas dans le même modèle parce que les bateaux, comme l'a dit Jean-Philippe, volent beaucoup plus cher et que là, on a un mécanisme de financement qui est le crédit bail fiscal que Jean-Philippe vous présentera plus, sera plus à même de vous présenter. Mais en fait, on s'inspire, en fait, toute la propulsion vélique s'inspire, par contre, elle, de la course au large. Parce que, par exemple, les ailes qui ont été mises sur Canopée, elles sont issues de la course au large. Toutes les technologies qui sont utilisées aujourd'hui, que ce soit le routage poussé, je dirais, avec des routages qui sont très automatisés et les ailes très automatisées, tout ça, ça vient de la course au large. Donc oui, alors, le financement n'a rien à voir, mais par contre, tous les équipements sont bien en relation avec la course au large. Et on va peut-être pouvoir faire la transition sur justement le mode de financement. Merci pour ça. Je confirme ce que dit Corinne. Voilà, on ne peut pas comparer ces deux mondes et nous, on travaille essentiellement sur des modèles marchands. Donc, tu vois, sur effectivement des financements d'actifs qui génèrent des revenus qui permettent de rembourser un financement. Peut-être rappeler simplement en termes de masse aussi, puisque je pense qu'une des principales différences entre ces deux mondes également, c'est que le prix d'un bateau de course au large n'est pas le prix d'un bateau de commerce, il n'a pas les mêmes enjeux derrière, et on ne peut pas se permettre les mêmes expérimentations ou les mêmes souplesses dans l'innovation. Peut-être je vous laisse préciser ce point. Non, il y a effectivement un aspect, ne serait-ce que ça, de sécurité qui est important, quoi. L'armateur va être soumis à tout un tas de réglementations assez strictes. Je dirais un point d'attention particulier est porté sur la sécurité des opérations, la sécurité des équipages. Donc, on n'est pas du tout, on va dire, dans la même philosophie, le même contexte. Et tout ça, évidemment, tu l'as rappelé, Timothée, ça coûte de l'argent, quoi. Le moindre projet, le petit projet, va sûrement excéder les 10 millions. Donc, les navires de tôle, qui sont des navires de 80 mètres, on est aux alentours de 20 millions d'euros par navire. Le navire Vela, qui est plus petit, mais qui est plus techno, on est plutôt entre 25 millions et 30 millions. Donc, le Neoline a vu, mais un navire beaucoup plus gros, là, on est aux alentours de 70 millions. Le navire Wincop, on est aux alentours du prix du navire Vela, parce qu'il est un peu plus techno au niveau du gréement que les navires de tôle qui utilisent finalement un gréement entre guillemets classique. Hein. Sauf si on considère évidemment la dimension du gréement. On regarde d'autres dossiers de financement de porte-conteneurs, on est plutôt aux alentours de 60 millions de dollars ou d'euros le bateau, donc ce sont quand même des investissements assez considérables.
Donc voilà, on adresse ça de manière vraiment différente par rapport effectivement à ce qui peut être fait en matière de financement sur les navires de course au large. Et alors, est-ce que tu peux nous détailler justement cet outil? Le fameux Oui, je disais, ce fameux crédit bail fiscal dont parlait Corinne tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est un des points sur lesquels on a essayé de décrypter les choses dans ce guide. Un outil qui est très intéressant, mais qui peut paraître parfois assez complexe. On a essayé de rendre ça un peu plus compréhensible. Oui, quand on l'a fait une fois, après, c'est moins complexe. Mais c'est une question d'habitude. Mais donc, c'est vrai, nous, on s'est attaché, parce qu'on a bien compris, le modèle économique est important, fondamental pour permettre effectivement à un projet de prospérer. Donc, il faut, pour parler un peu jargon financier, essayer d'optimiser autant que faire se peut le break-even du projet. C'est-à-dire le prix de revient qui va inclure le prix de revient, enfin, en tout cas ce que va coûter le CAPEX, l'investissement, et puis après les coûts d'exploitation. Et donc pour être compétitif, pour être performant, pour avoir une chance de prospérer commercialement, il faut s'atteler à, en tout cas, essayer d'avoir le break-even le plus bas possible. Donc ça va passer par un certain nombre de choses. Ça va passer évidemment par un choix assez attentif du chantier naval. Donc je dirais, ma recommandation peut parfois être tentée de dire je veux le truc le plus beau, etc. C'est malgré tout, sur un cahier des charges évidemment établi technique, d'aller au moins cher sur le prix de construction du navire, quitte à faire des arbitrages ou à choisir forcément le chantier de préférence. Il faut évidemment appliquer le même principe aux équipements béliques. Donc choisir évidemment le meilleur équipement proposant, on va dire, le meilleur rendement et je dirais le mieux adapté évidemment au navire et à l'exploitation, mais essayer quand même de tirer au maximum le prix de ces équipements. Et puis après, c'est vrai que ce qui rentre en ligne de compte aussi sur cette partie CAPEX, c'est le coût de financement. Parce que moins le financement est cher, plus on va réussir à baisser le CAPEX. Et donc, nous, on s'est attelé finalement à proposer à ces clients béliques, même si évidemment, encore une fois, ils ne cochent pas les cases et que c'est habituellement des produits réservés plutôt à des grands noms, à des gens qui ont finalement une surface financière beaucoup plus importante. Voilà, on a proposé de finalement mettre en place des structures de crédits beaux fiscaux pour, encore une fois, optimiser le coût de financement des navires. Et donc rendre, on va dire, l'offre commerciale in fine des clients qu'on finançait plus compétitive. Et leur donner aussi la possibilité d'obtenir une petite rentabilité ou une rentabilité supplémentaire qui va aussi intéresser les autres partenaires financiers que sont les investisseurs qui avancent de l'argent pour contribuer à la mise en place d'un projet, mais qui n'ont pas forcément une vision philanthropique. Donc ils ont besoin aussi au bout d'un moment d'un certain retour sur le capital investi. Donc le crédit bail fiscal français, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu aride, je vais vous donner les grands principes. Donc c'est un produit qui existe depuis longtemps. Donc le produit qui existe aujourd'hui a été effectivement conçu, designé en 2007. Après que le produit ou dispositif précédent, donc qui s'appelait l'article 39CA, qui était un produit soumis à l'agrément de l'administration fiscale, ait été challengé par la Commission européenne, donc à l'instigation de quelques armateurs étrangers, qui avaient considéré que ça constituait une aide illégale d'État. Alors non pas à cause du gain fiscal qui était effectivement offert aux clients, mais en raison effectivement de ce côté discrétionnaire, puisque effectivement c'était soumis à approbation de l'administration fiscale. Donc très vite, les banques ont réagi, parce que c'était un produit absolument essentiel pour le financement des armateurs français, pour permettre le maintien du pavillon français, puisque ça permettait de réduire les coûts globaux d'exploitation des navires, et ça permettait aussi de les rendre compétitifs dans une compétition internationale par rapport à des pavillons, entre guillemets, de complaisance moins onéreux. Donc très vite, on a effectivement réfléchi à un nouveau produit, en prenant garde à ce que ce produit réponde, on va dire, aux règles habituelles d'usage, ne constitue pas d'exception et soit finalement acceptable par l'administration fiscale. Donc là, il ne s'agit pas d'un produit où on stresse au maximum finalement ce qui est possible de faire en dérogation avec, je dirais, les règles fiscales habituellement applicables.
Voilà, donc c'est un schéma qui se bâtit sur la base aussi du régime de la taxe au tonnage. C'est un élément fondamental pour l'efficacité du produit. Donc taxe au tonnage, je rappelle, qui a été introduit dans la loi française fiscale en 2003, donc qui a été renouvelé 2 fois. Donc c'est un régime qui est toujours d'application, qui est similaire à des régimes qu'on retrouve dans beaucoup d'États de l'Union européenne, mais aussi en dehors, dans le monde. Et donc, dont le principe est d'imposer un armateur de manière forfaitaire, donc non pas sur ses résultats, donc ça se substitue à l'impôt sur les sociétés, mais sur donc, une imposition forfaitaire assise sur le tonnage de la flotte. Et donc, ça permet d'avoir une imposition qui est extrêmement faible, quelle que soit d'ailleurs l'évolution finalement des résultats réels de l'armateur. Donc ça, c'est un dispositif qui a été un petit peu montré du doigt, mais heureusement, sans trop de dommages, juste après Covid, à un moment où ont été fustigés finalement les super profits de certains armateurs. Peut-être expliquer, on va en profiter peut-être Jean-Philippe pour expliquer ceux qui ne connaissent pas forcément ce milieu-là, en quoi cette taxe-là, elle se justifie du fait du caractère international de ce transport et de la compétitivité. Oui, absolument. C'est un outil de compétitivité qui était appelé de ses voeux par effectivement l'ensemble du monde armatorial français. Donc évidemment, ça profite plus à certains que d'autres, mais c'est un élément essentiel, et ça, on a beaucoup insisté, on insiste toujours auprès des autorités. Parce que c'est un outil essentiel aussi pour permettre un financement dans de bonnes conditions de l'ensemble des armateurs français. Il n'y a pas que CMA, CGM, il y a aussi beaucoup de petits acteurs qui ont vraiment besoin de ces dispositifs pour pouvoir effectivement exister et se développer. Donc voilà, la base, donc il faut que pour qu'on mette en place un crédit bail fiscal de manière efficace, il faut que l'armateur ait décidé de se soumettre à la taxe au tonnage. Donc ensuite, comment ça se passe? Très simple. Dans ce schéma, l'armateur va commander un navire auprès d'un chantier, donc va en prendre livraison, et immédiatement, ou simultanément, donc une société qu'on appelle ad hoc, donc qui va être intégrée fiscalement dans un groupe bancaire, va se porter acquéreur du navire et va le remettre à disposition de l'armateur au titre d'un contrat de crédit bail qui prend la forme, on va dire, plus opérationnelle d'une charte d'affrètement cotenue. Et donc, pourquoi on fait ça? C'est pour générer un avantage économique qui va être lié à l'amortissement du navire, essentiellement. Donc, un navire, ça s'amortit fiscalement de manière extrêmement accélérée. La durée de vie économique d'un navire, vous le savez tous, c'est entre 20 et 30 ans. Fiscalement, on a la capacité, donc c'est une loi qui a été introduite dans le paquet fiscal dans les années 60 et qui n'a pas du tout varié depuis et qui n'a pas vocation à évoluer. Donc on peut amortir un navire en dégressif avec un coefficient de 25 sur 8 ans. Donc, ce qui veut dire que les premières années, on amortit énormément, ce qui va générer effectivement des pertes fiscales importantes. Et donc, ce qu'on fait, c'est que la banque achète le navire, donc va l'amortir sur ses comptes, va générer des économies fiscales importantes, des économies d'impôts, qui vont en très grande partie être rétrocédées à la structure pour permettre de bonifier les loyers ou permettre de réduire finalement l'apport de dettes classiques nécessaires pour l'acquisition du navire. Donc, tout ça, ça génère effectivement une économie ou un gain économique assez important pour l'armateur. Donc, en fonction, on va dire, des dossiers, des montages, ce gain, si on l'exprime en prix d'acquisition du navire, va représenter donc ce qu'on appelle une NPV, un Net Present Value, qui peut aller de, on va dire, 10, 12, voire 15% si on peut stresser les paramètres. Donc, c'est une économie considérable qui est offerte à l'armateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, pendant, on va dire, 7 ans, le navire est détenu par la structure intégrée fiscalement au sein d'une banque. Pourquoi? Parce que c'est la période pendant laquelle, finalement, on peut faire des déficits fiscaux et donc générer des économies d'impôts qui permettent de bonifier le dispositif. Et ensuite, donc, à l'issue de ces 7 ans, et donc ça, c'est important, il y a une option d'achat sur les parts, les actions du crédit bailleur qui est consentie à l'armateur.
Et donc, l'armateur, à ce moment-là, fait l'acquisition du navire. Tout l'avantage fiscal qui a été prêté, les économies d'impôt, à la structure pour les 7 premières années, va être capitalisé et donc ne fera l'objet d'aucun remboursement. Donc, ça cristallise finalement le gain définitif fait par l'armateur. Et ensuite, l'armateur intègre cette nouvelle structure qui a été achetée à son périmètre de taxe au tonnage. Et donc, en deuxième partie d'opération, puisque le financement bancaire, on est plutôt sur des durées de 12-15 ans, donc va lui, assujettir finalement le navire et ses résultats d'exploitation à taxe au tonnage, donc qui est je dirais un impôt forfaitaire extrêmement faible. Et donc, le gain fiscal qui a été réalisé pour la première partie de l'opération, les économies d'impôt deviennent définitives. Et donc ça, c'est un outil extrêmement puissant, qui est utilisé effectivement de manière massive par tous les armateurs français, y compris les plus gros. Donc nous, voilà, on a souhaité effectivement, même si la typologie d'acteurs n'était pas forcément celle sur laquelle habituellement on souhaite mettre en place ce type de structure, donc on a accepté, décidé d'offrir cette structuration pour limiter les coûts aux nouveaux armateurs védiques. Donc voilà, si certains veulent avoir une présentation in extenso, je pourrais en dire, pour demande. J'avais une question qui est aussi dans le chat. Est-ce que la taxe au tonnage concerne aussi les petits navires? Non, parce qu'il faut avoir un minimum. En tout cas, bravo Jean-Philippe, présenter le crédit bail fiscal en 4 minutes, c'est pas mal. Hein. Mais non, en effet, ça ne s'adapte pas aux petits navires. Il faut avoir un minimum de tonnage pour pouvoir avoir accès, parce que en fait, c'est un dispositif qui est quand même qui demande une ingénierie complexe. Et qui dit ingénierie demande beaucoup de, je dirais, ça représente un coût en frais d'avocat, en frais de rédaction. Et il faut qu'on estime en fait qu'en dessous d'un montant de bateau de 5 millions d'euros, c'est pas judicieux, c'est pas rentable l'opération. En fait, le gain fiscal va être complètement gommé par tous les frais qui vont être générés par l'opération. Mais on a fait des financements en classique. Hein. Le crédit bail fiscal est un très bon outil, mais n'oublions pas qu'il y a aussi du financement classique, un moyen terme classique. Nous, on l'a fait notamment avec un bateau qui s'appelle le Selcop, qui est pour du transport à passagers à voile, aujourd'hui entre Concarneau et les Glénans. Et sur tout ce qui est en effet transport de marchandises type cabotage, on commence à avoir des dossiers qui nous arrivent sur du cabotage. C'est des modèles économiques qui sont différents. Et là, c'est vrai qu'il va falloir aussi trouver un équilibre entre de la dette, des chargeurs qui s'engagent à plus ou moins terme et une part d'apport qui puisse permettre d'avoir un modèle économique qui n'est pas trop stressé et tendu et qui puisse permettre de répondre aux aléas qui peuvent se faire dans une exploitation d'une société. Oui, le problème finalement de ces montages un peu complexes, c'est les coûts juridiques associés. Parce que ça, ce sont des coûts fixes, donc évidemment, l'impact n'est pas le même sur un projet à 5 millions que sur un projet à 100 millions, puisque malheureusement, on va dire, les frais juridiques ne sont pas finalement indexés à la taille du projet, puisque c'est la même quantité de travail finalement qui est à fournir pour un navire de 2 millions, un navire de 100 millions en matière de complexité et de contractualisation. Après, on a fait des projets un peu plus petits. Alors, il y avait 2 navires, donc ça aurait été de lisser un peu les trucs, mais on a l'année dernière financé des vedettes pour un opérateur breton bien connu du côté de Paimpol. C'était des petites vedettes qui valaient 3 millions d'euros. Et donc, on a fait un crédit bail fiscal. Il y en avait 2 à financer, donc ça a permis de lisser un petit peu les coûts. Donc, c'est pas le produit idéal. Et après, important, il faut que effectivement l'amateur soit taxe au tonnage, donc il faut qu'il y ait une activité marchande. Et de transport ou de marchandises ou de passagers. On a cette discussion quand on finance des navires particuliers. Par exemple, un remorqueur ne va pas être éligible au dispositif, par exemple. Un navire de soûtage, s'il ne sort pas du port, ne va pas être éligible. Donc il faut que ce soit un navire qui affronte l'eau de mer, qui se déplace d'un port à un autre et qui transporte des marchandises ou des passagers.
un navire de travail ne va pas forcément être éligible non plus, même s'il travaille en mer. Donc c'est pas destiné ou voilà, c'est pas, je dirais, proposable pour n'importe quel projet. Est-ce qu'on peut poser la question des garanties et des assurances pour faire le lien avec la suite? Là, dans le crédit bail fiscal, c'est bien la banque qui est propriétaire. Est-ce que c'est une forme de garantie pour la Alors, mais on est propriétaire. Alors, enfin, on n'a pas parlé effectivement, mais un financement maritime, on s'inscrit sur un temps long, mais qui n'est pas aussi incohérent avec les durées de vie économiques utiles des navires. Donc, un navire, on va le financer. Ça permet aussi, plus on finance sur une durée longue, plus on baisse le point mort. Donc, c'est aussi un élément important de compétitivité. Donc, on va financer sur des durées de 12-15 ans. Donc, c'est effectivement les durées, 12 ans, c'est la durée de financement des navires de taux, de Neoline, du navire Vela. Donc, pourquoi on disait ça? Pour parler justement… Les garanties et les assurances. Et donc, on a effectivement… on met en place systématiquement, dans le cas de financement maritime, des garanties. Donc, on a une hypothèque maritime, on a la délégation des assurances. On peut, dans certains cas, et si, je dirais, c'est possible de mettre en place de manière, on va dire, raisonnable d'un point de vue opérationnel et gestion, on peut demander effectivement la délégation des revenus de contrats, pour peu que les contrats, évidemment, aient une certaine durée, parce qu'on ne veut pas non plus complexifier trop, on va dire, la gestion administrative de l'opération. Et puis sur des contrats courts, ça n'a pas forcément de sens. Donc, on demande tout un volet, finalement, de garanties qui sont assez usuels, standardisés. Il n'y a pas de sujet particulier. Et après, il n'y a pas de demande particulière sur le véhicule. Et effectivement, on peut demander des garanties tierces. Donc, ça, c'est important. Et Corinne va effectivement dérouler ça. C'est d'autant plus important sur ces projets qui sont, d'un point de vue risque, plus complexes à appréhender. Donc, voilà, tous les projets qui ont été faits ont fait l'objet de garanties externes, de crédit, ou apportées par BPI, ou apportées potentiellement, ou qui pourraient être apportées par des agences de crédit export, ou par des assureurs privés. Ça, Corinne va vous en parler. Mais on a besoin de ça pour effectivement faire avancer les dossiers. Parce qu'on est en effet dans cette configuration où on n'a pas, par exemple, un chargeur qui va prendre le navire en affrètement ferme pendant 10 ans. Donc, et on n'a que des lettres d'engagement. Donc, il fallait qu'on trouve des garanties externes. Alors, vous verrez dans le guide, tout est bien détaillé. En gros, vous avez, on va dire, 3 types de garanties. Vous avez les garanties de BPI France. Vous avez les garanties, ce qu'on appelle export ou ICA pour les initiés. Et vous avez les assureurs privés. Sur BPI France, 2 solutions. Soit vous faites construire votre navire en France et on a une garantie, ce qu'on appelle interne, une garantie sur la France. Soit votre navire est construit ailleurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les navires supérieurs à 100 mètres, on n'a pas de chantiers qui sont capables en France, qui n'ont plus la capacité de construire des bateaux supérieurs à 100 mètres, qui ne sont pas des bateaux militaires. Donc, en bateaux dits civils, en fait, on n'a pas de chantier. Ou de croisière. Mais… Ou de croisière, oui. Voilà, mais j'exclus les chantiers de l'Atlantique. Là, on est plus dans les bateaux, on va dire, de commerce. Donc, dans ces cas-là, on demande ce qu'on appelle la garantie des projets stratégiques. Je pense que certains ont déjà dû en entendre parler parce que souvent, dans les communiqués de presse, on a dit qu'on a réussi à obtenir cette garantie, alors qui, normalement, dit qu'on peut obtenir jusqu'à 80%. En fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il faut savoir que la garantie des projets stratégiques est pilotée par la Direction générale du Trésor. Donc, en fait, BPI ne fait que l'instruction du dossier, mais la décision revient à la Direction générale du Trésor. Autant dire que ce sont des temps longs, que c'est un chemin ardu, qu'il n'y a pas vraiment, que la doctrine peut être parfois interprétée selon les dossiers de façon différente. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un modèle où on sait que, par exemple, la garantie interne de BPI, on sait qu'on peut aller chercher 50% parce que c'est avec certaines conditions. La garantie des projets stratégiques, c'est du cas par cas. Donc, c'est très bien quand on peut l'obtenir. En plus, c'est une garantie qui est une garantie de non-paiement de l'échéance. Donc, ce n'est pas une garantie en dernier recours. Parce que les garanties BPI, très rapidement, quand vous avez une garantie BPI, en fait, il faut avoir utilisé toutes les autres
toutes vos autres garanties avant d'aller solliciter BPI. Là, ce n'est pas le cas. C'est une garantie de non-paiement. Elle a un coût, par contre. Elle a un coût. Hein, elle est, pareil, c'est du cas par cas. Donc, on va dire que la fourchette, elle est entre 12 et 15% du coût du financement et qu'elle est payable à la mise en place du financement. Donc, ça, c'est aussi, quand on est un porteur de projet, c'est des coûts qu'il faut quand même avoir anticipé dans son plan de financement. Donc, voilà. Après, vous avez en effet les garanties export. Alors là, les garanties export, c'est en fait quand vous faites construire votre navire, par exemple, en Corée du Sud, en Chine, en Australie, dans d'autres pays, où, en effet, ces pays-là ont des solutions d'État pour vous garantir, en fait, je dirais, la banque sur de risques de non-paiement. Donc, la banque peut accompagner l'armateur dans ces démarches. Souvent, c'est le chantier qui initie les démarches. On est souvent, on va dire, en tripartite, c'est quand même un petit peu plus facile. Et ils peuvent nous couvrir sur le risque jusqu'à 100%. Donc voilà, c'est quand même très intéressant, c'est très sécure pour une banque. Et puis la dernière piste qui est les assureurs privés, pourquoi on s'est tourné vers eux c'est parce que justement, comme on avait ce souci de BPI, on essaie de trouver d'autres solutions. J'avoue qu'il faut rendre à César ce qui revient à César. C'est nos confrères du CIC qui sont partis sur cette solution-là, qui était à l'origine, qui était un produit qui s'utilisait dans l'aérien, en se disant pourquoi on ne pourrait pas essayer de construire quelque chose qui ressemble à ça, aller chercher des assureurs privés. Alors, c'est des gens comme AXA, par exemple, qui nous donnerait une assurance de nous prémunir contre l'impayé, en fait, l'impayé de la part de l'armateur. Et donc, ils ont trouvé des solutions. Et puis, à côté de ça, vous avez les assureurs privés qui, plus traditionnellement, font aussi de l'assurance impayée, comme quelqu'un peut garantir finalement d'être les impayés de ses fournisseurs. Donc voilà, donc on a fait on a commencé sur ces chemins-là. La tarification est différente parce que là, c'est la banque qui sollicite en fait les assureurs, c'est la banque qui est assurée et en fait elle partage en fait soit sa marge d'intérêt, soit ses commissions avec l'assureur. Et ça permet d'avoir une quotité d'assurance qui peut bien conforter en fait les garanties qu'on peut avoir, qui sont par exemple l'hypothèque. Et c'est quelque chose qui est bien reçu par nos comités et qui permet souvent d'aller jusqu'à l'accord de financement. Voilà. Très généralement, hein, parce qu'il nous reste 5 minutes. Mais, on va devoir passer la parole, effectivement. On vous renvoie au guide. Et puis après, on est évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à compléter quelques points sur ce sujet pour ne pas faire trop fantasmer les gens non plus. Donc les seuls projets qui ont émergé aujourd'hui ont été avec des garanties BPI, hein, il faut leur tirer un chapeau. Oui. Donc Line, une partie des navires de Tôte, Vela, Wincop. Ils ont joué le jeu. Oui. Mais on a senti l'année dernière, et ça a été compliqué sur 2 dossiers. Il y en a un, finalement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout du process, l'autre, ça a été compliqué. Un changement de doctrine et de vision de l'État sur ces projets-là, ces produits-là, alors que, effectivement, les 2 dispositifs avaient été mis en avant de manière assez importante lors d'Assises de la mer il y a quelques années à Nice par le président Macron. Donc, il y avait une ambition de faire, et puis derrière, voilà, quand on se heurte à l'administration, ça se détricote malheureusement assez vite, dans un contexte qu'on avait trouvé un petit peu aussi, entre guillemets, les dernières choquants, puisque c'était quelques semaines après la signature par l'État du pacte Vélic, voilà, dont on est signataire également avec BPGO, donc on est les 2 seules banques signataires de ce pacte. Donc, on avait trouvé finalement la manœuvre un peu dilatoire, mais donc, sur la garantie interne, donc, qui implique une construction en France, il n'y a pas de sujet, et donc on a 80% de garantie. La garantie GPS, qui pourtant a été décrite effectivement comme une garantie à 80% et pas jusqu'à sur le site de BPI France, a été petit à petit détériorée. Moi, j'ai eu des discussions extrêmement compliquées avec DGT pour finaliser notamment le projet Vela, donc c'était au mois de mai l'année dernière. Et on s'est effectivement un peu fâché.
puisqu'ils sont venus en disant, écoutez, vous n'avez pas compris, la doctrine, c'est pas ça, c'est pas open bar. J'ai écouté, c'est décrit comme ça sur le site de l'État. Donc, bon, on n'invente rien, on ne demande rien de plus. Et ils insistent beaucoup sur, donc ça c'est important, sur la subsidiarité. Donc, on ne peut pas aller voir BPI sans avoir exploré d'autres sources finalement de garantie. Donc, notamment, s'agissant de garantie projet stratégique, donc de navires construits à l'étranger. Donc, c'est s'assurer qu'on n'a pas pu avoir, par exemple, de garantie ici. Et s'assurer parce que on a fait les 2 premières opérations en garantie avec des assureurs privés, donc dans le cadre d'un produit qui s'appelle NSF, donc avec Todt. On a financé sur les 6 navires de l'année dernière, 4 avec BPI et 2 avec effectivement des assureurs privés. Donc ça a ouvert les chakras de la DGT. Mais vous avez vérifié qu'on ne pouvait pas le faire, ce dossier-là, sur le marché privé. Donc il a fallu démontrer également qu'on n'avait pas effectivement pu obtenir d'accord d'assureurs privés. Donc le produit BPI, si on va sur la GPS, devient beaucoup plus compliqué. Et la doctrine, et qui n'est même pas, je dirais, constante, qui a changé, c'est dire non, on ne veut pas garantir 80%, on ne garantira pas plus que 50% du projet. Donc on ne veut pas être exposé à plus de 50% du montant finalement de risque qui est pris par les créanciers. Alors, j'aimerais, avant de donner la parole à Régis Guillon pour Audelor et le Polmer, il y a une dernière phase qu'on n'a pas évoquée, la négociation de la documentation. Corinne, est-ce que tu peux nous dire en 2 minutes, en 1 minute, de quoi il s'agit, cette 3e phase? La négociation de la documentation, c'est tout ce qui est la négociation avec les avocats pour la mise en place du financement. Donc, ce sont pour juste compléter le propos de Jean-Philippe, sur la GPS, les temps sont longs. Hein. Nous, sur un dossier, sur le dossier WinCop, ça a pris 6 mois de discussion, d'aller-retour, de questions. Tous les deux, avec Jean-Philippe, on a éprouvé ces comités-là. Ce sont des comités vraiment difficiles. Enfin, il ne faut pas être angélique sur le sujet. C'est vraiment un parcours du combattant, cette fameuse GPS. On est très content quand on l'a. Mais elle est pas simple à obtenir. Hein. Donc, et donc, sur la documentation, en effet, c'est pour ça qu'on mettait aussi dans le guide qu'il faut très vite s'entourer aussi des bonnes personnes, des conseils, faut pas négliger ces points-là en disant qu'il faut prendre. Il y a des évoqués qui sont spécialisés dans le maritime qui savent faire ça très très bien parce que, encore une fois, ce sont des choses assez complexes que souvent, même si on a des dirigeants en face de nous qui sont agiles intellectuellement, chacun doit rester quand même dans son métier et faire appel aux gens qui sont les sachants. Donc, la documentation bancaire, les chartes à temps, enfin, tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce sont des choses où on ne peut pas se contenter d'avoir ChatGPT qui vous aide sur la rédaction. Non. Donc, surtout, entourez-vous des bonnes personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans ces sujets-là, que l'on connaît aussi, qu'on peut recommander. Il ne faut pas économiser sur ces sujets-là. Et puis du coup, je suis désolée, on n'a plus beaucoup de temps, mais... On se reporte au guide. Sur les ITA, 3 secondes, parce que sur les ITA, ça n'a pas été encore... 3 secondes, Jean-Philippe. Ça n'a pas encore été testé pratiquement sur le marché. Il n'y a pas eu de dossier de financement médic qui ont été effectivement travaillés avec une ICI étrangère. Donc, c'est une possibilité qui méritera d'être testée. Mais bientôt, Jean-Philippe, bientôt. On va le tester bientôt. On verra si effectivement on arrive à avoir un accord d'une ICI étrangère. Et les process sont également très longs. On parlait des 6 mois des BPI, on va être sur le même timing sur une ICI étrangère. C'est le process. Je vais, pour conclure, donc je vais donner la parole à Régis Guillon. Bonjour Régis, merci de nous rejoindre. On a parlé de financement de navires. Est-ce que tu peux nous parler de financement des briques techno, cette fois, en quelques minutes, puisqu'on espère finir pas trop tard. Ouais, ça marche, bonjour. Merci pour l'opportunité de parler de ce qu'on fait également. Alors, comme tu disais, moi je travaille pour le Polmer et pour la Technopole de Lorient. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Bretagne, il y a une Technopole à peu près référente pour tout le territoire. Donc, il y en a 7. Donc, il y a toujours un interlocuteur. Nous, on travaille plutôt en amont des projets. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de compléter. Plutôt sur la phase de conception du navire. Et on va faire très simple et très rapide, là, pour ne pas prendre du temps et noyer tout le monde, mais c'est juste pour dire qu'il faut avoir le réflexe de contacter soit la Technopole référente, soit le Polmer, pour le coup,
voilà, il peut y avoir d'autres structures, mais ou BDI, voilà, et avoir ce réflexe de nous contacter avant de commencer à payer des factures de conception et de développement. On parle de briques technologiques, mais ça peut être de l'architecture, ça peut être des gréements, ça peut être des choses, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire et qui n'existe pas sur étagère disponible tel quel. Et donc là-dessus, nous, on est habitué à travailler donc sur la recherche de financement qui peut être en partie de la subvention, en partie de l'avance remboursable, et qui permet de réduire cette note de conception et cette prise de risque sur la partie innovante du navire. Je vais vous mettre quelques exemples de projets dans le chat. Là, j'ai quelques liens de projets qu'on a accompagnés, mais on a accompagné à peu près tous ceux dont on a parlé là. Je vais vous mettre ici, il y a Neoliner. Oui, et avant qu'on en parle et qu'ils aillent voir leur banque, quoi. Tout ce qu'on peut anticiper en amont, voilà, c'est plutôt c'est même nécessaire. Je mets le projet Mervon aussi, qui est un projet porté par Zéphyr et Boré. Voilà, comme ça vous avez des exemples concrets. Alors, Neoliner, c'était vraiment les premières études au démarrage, donc c'est quelques centaines de milliers d'euros. Projet Mervon, on est plutôt sur 37 millions d'euros de mémoire, voilà. Et donc, voilà, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas d'engagement financier sur les premiers contacts, on regarde ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire, les assiettes de projets, les financements possibles. Et je vous mets un dernier lien, comme ça vous aurez ça. Hop, je vous colle ça dans le chat. On a une page dédiée aux appels à projets sur le site internet du Polmer, ce qui vous permet de regarder un petit peu ce qui se fait comme opportunité de financement, les ordres de grandeur. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a rien qui finance à 100%. En général, on est sur des taux de financement qui vont de... Ça peut aller jusqu'à 80% en subvention, plutôt sur les phases amont, plus c'est risqué. En fait, plus on est proche du début, plus il y a une prise de risque, plus on va avoir des financements importants. Et plus on dérisque, plus on approche de choses technologiques matures, plus on va être sur des financements proches de 20 à 30%, mais par contre sur des montants plus importants. Voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Nous aussi, on prend en compte, comme on disait tout à l'heure, la réalité économique du projet. On n'est pas là juste pour financer de l'innovation, juste pour se faire plaisir et inventer des technologies sympas. Il faut que c'est une réalité économique à terme. En fin de projet, ça doit pouvoir être utilisable. Je ne vous ai pas mis en lien, mais si vous fouillez sur le site du Polmer, vous verrez les différents projets Solid Sail voilà, qu'on a accompagnés tout au long des différentes phases de conception jusqu'à ce que ça arrive sur Neoliner là récemment, quoi. Voilà, j'avais promis 2 minutes. Je pense que... On est pas mal. Merci Régis. Je peux juste rappeler que le Polmer, effectivement, est membre de Winship, même titre que Winship est membre du Polmer. Tout le monde travaille ensemble et ça fait partie des acteurs avec lesquels on redirige très souvent les premiers projets quand ils commencent à arriver vers nous et qu'on entend parler pour les premières fois. C'est important de s'entourer, comme ça a été rappelé tout au long de ce webinaire. C'est autant de métiers qui sont nécessaires, qui ont leur particularité. Et je pense que c'est quelque chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Ces projets sont à la fois longs, ils sont compliqués et il y a vraiment un besoin d'être à plusieurs autour de la table pour pouvoir les traiter et les faire aboutir. Ne serait-ce qu'en termes d'envie que ça persiste et que les gens arrivent à les conduire jusqu'au bout. Et nous sommes aussi membres du Polmer et club des partenaires, ce qui permet aussi d'avoir des échanges avec le Polmer et nous de voir si en effet on n'est pas des techniciens, on n'est pas des ingénieurs et ça nous permet aussi d'avoir la vision techno et du Polmer sur ces projets parce qu'il y a des comités d'experts chez eux. Merci pour cette très bonne conclusion. Merci d'avoir partagé votre expérience, votre expertise. Effectivement, n'hésitez pas à contacter Winship, BDI, le Polmer, vos technopoles si vous avez un projet. Le prochain Sailing Café reviendra sur les sujets de la course au large. On parlera de classe 40 pour une fois, donc en direct de Lorient. Je vous remercie. À très bientôt. Passez une excellente journée. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci. Très bonne journée à tous.